Zorro, 1957, tome 1959. 15 faits étranges que vous ignoriez. Il y a près de 70 ans, Zorro faisait ses débuts sur les écrans américains. Mais il aura fallu attendre 8 longues années avant que la France ne découvre enfin le cavalier masqué. Et même alors, à peine la moitié des épisodes furent diffusés lors de cette première diffusion. Peu de spectateurs français savent aussi que la voix qui a donné vie à Zorro, dans notre langue, appartenait à un pensionnaire de la comédie française, ou que Walt Disney lui-même a longtemps douté que cette série ait le moindre avenir. Quand Zorro débute sur le réseau américain ABC le 10 octobre 1957, il présente Guy Williams dans le rôle de Don Diego de la Vega, le noble californien, qui cache sous un masque noir l'épéiste le plus élégant de la télévision familiale des années 50. À ses côtés se trouve Gene Sheldon dans le rôle du fidèle et silencieux Bernardo, Henry Calvin dans celui du sergent Demetrio Lopez Garcia, aussi maladroit qu'attachant, et George G. Lewis dans celui de Don Alejandro, le père de Diego, qui ne supporte pas de voir son fils se comporter comme un intellectuel sans ambition ni courage. Ce que le public voyait à l'écran était déjà extraordinaire en soi. Des duels à l'épée millimétrée, un cheval noir nommé Tornado et un Z, gravé d'un seul geste sur chaque vilain vaincu. Mais ce qui se passait derrière les caméras, des deux côtés de l'Atlantique, était encore plus étrange. La série s'inspirait du personnage créé en 1919 par l'écrivain Johnston McCulley, dont le roman feuilleton original, paru en France sous le titre « Le fléau de Capistrano ». Ce roman avait déjà inspiré plusieurs films avant même l'arrivée de Disney sur le sujet, mais c'est bel et bien la version Disney qui allait fixer pour toujours l'image populaire de Zorro. Le masque noir, le chapeau cordouan, la cape flottante et cette lettre Z, gravée d'un seul geste comme signature personnelle du justicier masqué. 78 épisodes de 25 minutes furent produits entre 1957 et 1959, et la série donna même naissance à 2 compilations cinématographiques. Aujourd'hui, nous comptons 15 faits étranges sur Zorro que vous ignoriez probablement, et restez jusqu'au numéro 1. Car le destin final de Guy Williams réserve un rebondissement que même Zorro n'aurait pas pu anticiper. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Cela aide énormément la chaîne à toucher plus de passionnés de télévision classique. Très bien, préparez vos capes et vos épées imaginaires. On commence. Numéro 15. Le casting fut une véritable bataille entre plus de 20 acteurs. Avant qu'il n'existe le Zorro tel que nous le connaissons, il y eut une recherche de casting immense et plutôt chaotique. Les studios Walt Disney avaient très besoin d'un acteur séduisant, convaincant à l'épée, et capable de porter 2 personnalités totalement opposées dans une seule et même scène. Plus de 20 acteurs furent testés pour le rôle, parmi lesquels Hugh O'Brian, John Lupton, Jack Kelly, Dennis Weaver et David Janssen, des noms qui aujourd'hui résonnent comme autant de Zorro alternatifs d'une réalité parallèle. Mais voici la partie qui rend tout cela encore meilleur. Parmi ces candidats se trouvait également Britt Lomond, un véritable acteur et escrimeur qui avait effectivement auditionné pour incarner le héros. Il ne l'obtint pas. Il fut choisi à la place pour interpréter le méchant, le capitaine Monastario, l'ennemi juré de Zorro durant la première saison. Il faut aussi savoir que toute la distribution devait auditionner en anglais avec un accent espagnol prononcé, une compétence expressément recherchée lors des essais. Le 18 avril 1957, Guy Williams, alors mannequin et acteur pratiquement inconnu, passa son essai caméra officiel. Disney le choisit, et l'homme qui avait concouru pour le masque termina, à la place, à croiser le fer contre lui chaque semaine. Ce qui, honnêtement, est une manière assez élégante de perdre une audition. Numéro 14. Zorro ne s'est en réalité jamais appelé Guy Williams. Prenez un instant pour digérer celui-ci. L'acteur qui a prêté son visage à l'épéiste masqué le plus célèbre de la télévision n'est absolument pas né sous le nom de Guy Williams. Il est né Armando Joseph Catalano le 14 janvier 1924 dans le quartier de Washington Heights à New York, fils d'un courtier en assurance d'origine sicilienne et d'une mère originaire de Messine. La famille vivait dans des conditions économiques difficiles et Williams a grandi dans le quartier de la Petite Italie, dans le Bronx. Le nom Guy Williams fut une pure création hollywoodienne, un nom pensé pour sonner aussi poli et anglo-saxon que Don Diego de la Vega lui-même, l'aristocrate californien que Williams allait finir par interpréter. Et voici le détail ironique. Un homme né dans la pauvreté,
dans un immeuble new-yorkais, a fini par devenir l'image même de la noblesse coloniale espagnole à la télévision Disney. Le gamin du Bronx est devenu le noble de Los Angeles. Par toute mesure raisonnable, c'est l'une des transformations les plus complètes de l'histoire de la télévision familiale. Numéro 13, Walt Disney en personne lui a demandé une moustache, ni trop longue, ni trop épaisse. Le problème, c'est que Walt Disney ne laissait jamais les détails d'image au hasard. Lorsqu'il interviewa personnellement Guy Williams pour le rôle, Disney lui donna une instruction très précise et, soyons honnêtes, un peu étrange. Il devait se laisser pousser une moustache, mais une moustache qui ne soit ni trop longue, ni trop épaisse. Pas d'excès aristocratique, pas de négligence paysanne non plus. Une moustache calculée avec la même précision qu'une scène d'escrime. Et voici la partie qui rend tout cela encore meilleur. Le contrat qui accompagnait cette instruction capillaire était extraordinairement généreux. Disney offrit à Williams un contrat exclusif de 2 500 $ par semaine, une somme qui équivaudrait aujourd'hui à environ 21 000 $ hebdomadaires. Pour un acteur qui, quelques mois plus tôt, apparaissait dans des petits rôles de séries comme Men of Annapolis et State Trooper, ce fut un bond salarial colossal. Le succès du personnage eut d'ailleurs un effet secondaire imprévu aux États-Unis. Des enfants se mirent à graver de petits Z un peu partout, sur des meubles, des trottoirs, et même, selon un journaliste du Minneapolis Morning Tribune de l'époque, sur la carrosserie de la propre Cadillac de Guy Williams. Le studio Disney venait, malgré lui, d'inventer un acte de vandalisme à la mode. Numéro 12, son maître d'escrime avait formé les légendaires duellistes d'Hollywood. Voilà où les choses deviennent vraiment impressionnantes. Pour transformer Guy Williams en escrimeur crédible, Disney engagea le Belge Fred Cavens, le même maître d'armes qui avait entraîné Douglas Fairbanks, Errol Flynn et Tyrone Power pour leurs propres films de cape et d'épée. Autrement dit, l'homme derrière certains des duels les plus emblématiques du cinéma classique hollywoodien a fini par peaufiner la technique de l'acteur qui allait porter l'épée de Zorro à la télévision familiale des années 50. Williams avait déjà une certaine expérience de l'escrime, mais il se soumit à un entraînement intensif sous la tutelle de Cavens pour atteindre la fluidité que le rôle exigeait. Et le lien ne s'arrêta pas là. Le propre fils de Fred Cavens, Albert Cavens, travailla lui aussi sur la production, apparaissant sans être crédité dans plusieurs épisodes et servant de doublure pour certains acteurs invités dans les scènes d'escrime. 2 générations d'une même famille, enseignant et exécutant les mêmes duels, qui avaient bien rendu Fairbanks et Flynn célèbres des décennies plus tôt. Numéro 11. Walt Disney lui-même ne croyait pas vraiment en Zorro. Ici, l'histoire prend un tour presque comique. Selon les propres souvenirs de Guy Williams, racontés bien plus tard dans une interview au magazine Starlog, Walt Disney n'était en réalité pas du tout convaincu par le potentiel de la série, qui allait pourtant devenir l'un des plus grands succès familiaux de son studio. Williams se rappelait qu'un producteur lui avait même conseillé, à l'époque, d'abandonner Zorro pour se concentrer sur une autre production, qui, selon lui, allait vraiment cartonner, une série intitulée Andy Burnett. Cette dernière fut annulée après seulement 3 épisodes. Le problème ne s'arrêtait pas là. Le réalisateur Norman Foster et Guy Williams lui-même insistèrent auprès de Walt Disney pour que Zorro soit tourné en couleur dès le départ. Disney refusa catégoriquement, doutant encore de l'avenir du personnage. Et voici la partie qui rend tout cela encore meilleur. La série resta donc en noir et blanc pendant toute sa production originale, et il fallut attendre l'année 1992, soit plus de 30 ans plus tard, pour que Disney fasse enfin coloriser numériquement les épisodes. Le fondateur du studio qui portait son propre nom doutait, à l'origine, du personnage qui allait devenir l'un des piliers les plus durables de sa franchise. Numéro 10. Le méchant a failli devenir le héros. Et dans la vraie vie, il était meilleur escrimeur que lui. C'est l'une des ironies les plus savoureuses de toute la production. Britt Lomond, l'acteur qui interpréta le redoutable capitaine Enrique Sanchez Monasterio durant les 13 premiers épisodes, n'était pas seulement un bon acteur de méchant. Il était, littéralement, un escrimeur de niveau olympique. Lomond avait activement participé à l'équipe d'escrime de l'Université de New York et était parvenu à se qualifier pour les épreuves de sélection de l'équipe olympique américaine en vue des Jeux de 1952. Plutôt que de suivre cette voie, il décida de devenir escrimeur professionnel dans l'industrie du divertissement. Et voici la partie qui rend tout cela encore meilleur. Avant de devenir l'ennemi juré de Zorro, Lomond avait servi comme parachutiste dans l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée,
remportant 3 Purple Hearts pour ses services. Un vétéran de guerre décoré, devenu escrimeur de compétition, devenu le méchant hebdomadaire d'une série familiale Disney. Quand Monastario croisait le fer avec Zorro à l'écran, ce n'était pas seulement de la chorégraphie bien répétée, c'était, à bien des égards, un duel entre deux véritables hommes d'épée. Il convient de souligner que ce niveau d'entraînement ne se limitait pas au seul protagoniste. Britt Lomond, comme on vient de le voir, était lui-même un escrimeur de compétition à part entière, et cette combinaison de talent réel et d'entraînement professionnel de très haut niveau explique pourquoi, aujourd'hui encore, de nombreux amateurs d'escrime cinématographique considèrent les chorégraphies de cette série parmi les plus crédibles jamais filmées pour la télévision. Les duels s'appuyaient sur de véritables mouvements techniques d'escrime sportive, plutôt que sur les larges coups d'épée typiques d'autres productions d'aventure de l'époque, ce qui donnait à chaque affrontement entre Zorro et ses ennemis une précision presque sportive, déguisée en pur divertissement familial. Numéro 9. Le serviteur muet faisait aussi semblant d'être sourd. Prenez un instant pour digérer celui-ci également. Jen Sheldon interprétait Bernardo, le fidèle serviteur de Don Diego, un personnage réellement muet dans la fiction de la série. Mais dans les histoires originales de Johnston McCulley, le créateur littéraire de Zorro, Bernardo était décrit comme sourd-muet. Disney décida de modifier cette caractéristique d'une manière très intelligente. Dès le premier épisode, lorsque Diego confie à Bernardo son plan de se faire passer pour un intellectuel inoffensif afin de dissimuler son identité de Zorro, Bernardo décide de le soutenir en feignant lui aussi d'être sourd. Résultat, Bernardo peut espionner librement les ennemis de Diego car personne ne se méfie de parler devant un serviteur censé ne rien entendre du tout. Jen Sheldon, qui enfant travaillait comme assistant de scène de son père magicien, et qui s'était formé comme mime et musicien de vaudeville sous l'influence du style de Harpo Marx, apporta exactement les compétences de pantomime que ce personnage exigeait. Sans prononcer un seul mot de toute la série, Sheldon a construit l'un des personnages les plus aimés de la distribution, à coups de regards, de gestes et d'un banjo occasionnel. Petite pause. Si vous appréciez ce tour d'horizon du Zorro original, mettez un like dès maintenant. Cela aide YouTube à montrer cette vidéo à plus de gens qui se souviennent encore de Guy Williams bondissant sur les toits de la Los Angeles coloniale. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et dites-nous en commentaire quel personnage était votre préféré, Bernardo, Garcia ou Zorro lui-même. Très bien, reprenons le compte à rebours. Numéro 8. La voix française de Zorro venait tout droit de la comédie française. Voici un fait que très peu de spectateurs français connaissent vraiment. La voix qui a donné vie à Don Diego de la Vega dans la version française de la série appartenait à Jean-Louis Gemma, un comédien né en Italie en 1922, qui avait rejoint la comédie française dès 1949, où il resta pensionnaire pendant 2 décennies, y interprétant entre autres le rôle d'Hamlet. Autrement dit, l'un des rôles les plus exigeants du répertoire théâtral classique et l'un des héros les plus populaires de la télévision américaine ont été portés, en France, par la même voix. Avant Zorro, Jean-Louis Gemma s'était formé au Centre dramatique de l'Est à Colmar, où il interpréta notamment Hamlet, une prestation remarquée qui lui ouvrit les portes de la comédie française. Au cinéma, il interpréta entre autres le rôle de Bonaparte dans Cadet-Roussel d'André Hunebelle. Sa voix grave et posée devint également familière du public français à travers d'autres doublages. Il prêta sa voix à Dirk Bogarde, à Rod Taylor et même à Roger Moore lors de ses tout premiers rôles, avant que ce dernier ne devienne mondialement célèbre dans le sein. Et voici la partie qui rend tout cela encore meilleur. Jean-Louis Gemma eut une fille, Dorothée Gemma, qui devint elle aussi comédienne de doublage au point de devenir des décennies plus tard la voix française attitrée de Jennifer Aniston, notamment dans le rôle de Rachel Green pour la série Friends. Le père a doublé le héros masqué le plus célèbre des années 50. La fille a doublé l'une des actrices les plus reconnaissables de la génération suivante. 2 générations d'une même famille, 2 voix qui ont accompagné des millions de téléspectateurs français sans que le public fasse toujours le lien entre elles. Et ce n'est pas tout. Une fois arrivé en France, Zorro n'a plus jamais vraiment quitté le petit écran français, mais toujours par bribes successives et sur des chaînes différentes. Après la première diffusion partielle de 1965, la série revint dès 1970 dans l'émission Rue des Alouettes, puis en 1974 dans La Une est à vous. Elle réapparut ensuite en 1985 sur F, R3,
puis dans sa toute première version colorisée en 1996 sur T, F, 1, avant de passer sur M6 en 1998. France 3 la diffusa ensuite sans interruption de 2008 à 2019, avant qu'elle ne migre une dernière fois vers France 4. Le Cavalier masqué aura ainsi traversé, sur les chaînes françaises, pratiquement autant de décennies que sur les chaînes américaines elles-mêmes. Numéro 7. Le cheval noir le plus célèbre de la télévision était en réalité gris. Voici un fait qui va sans doute un peu abîmer votre enfance. Tornado, le rapide destrier noir qui emportait Zorro dans l'obscurité de la nuit, n'était pas noir du tout. Le cheval principal utilisé pour le rôle, nommé Diamond Decorator, était un quarter horse officiellement enregistré comme étant de couleur grise. Pourtant, selon le légendaire dresseur de chevaux hollywoodien Corky Randall, Diamond Decorator apparaissait à l'écran comme un magnifique étalon noir de jet, grâce à l'éclairage et à la photographie en noir et blanc de la série originale. Et le problème se complique encore. Diamond Decorator n'était pas le seul cheval derrière Tornado. Plusieurs doublures se relayaient pour les scènes à risque, notamment Midnight, un autre quarter horse enregistré, Rex, un cheval de selle américain qui apparaissait également dans d'autres productions de l'époque, et Ribbon, le cheval favori du cascadeur Buddy Van Horn, qui affirmait qu'il était presque impossible de dépasser Ribbon en vitesse, même avec une voiture caméra à ses trousses. 4 chevaux différents se relayant pour interpréter un seul destrier légendaire qui, techniquement, n'était même pas noir. Et l'histoire équine réserve encore un autre rebondissement. Lorsque l'intrigue emmena Diego de la Vega jusqu'à la ville de Monterey durant la 2e saison, les scénaristes se heurtèrent à un problème de continuité. Il aurait été difficile d'expliquer comment Tornado, caché dans une grotte secrète près de Los Angeles, se retrouvait soudain si loin de chez lui. La solution fut d'introduire un second destrier, un cheval blanc nommé Phantoms, offert à Zorro par un soldat mourant et qui ne fut plus jamais mentionné dans l'intrigue une fois Diego rentré au village. Selon le site de référence officiel consacré à la série, on n'a jamais expliqué ce qu'il était advenu de Phantom par la suite. Le cheval a tout simplement disparu du scénario, aussi silencieusement que Bernardo faisait semblant de ne pas entendre une conversation. Numéro 6. Parfois, on tournait 4 épisodes différents en même temps. Le problème, c'est que produire une série hebdomadaire d'une demi-heure, avec des duels à l'épée chorégraphiés et un entraînement intensif d'escrime, coûtait passablement cher. Et bien que Disney disposât d'un budget généreux pour l'époque, la production cherchait à économiser là où cela ne se remarquerait pas à l'écran. L'une des méthodes consistait à tourner des portions de 4 épisodes différents en même temps, à condition qu'ils partagent les mêmes décors. Et voici la partie qui rend tout cela encore meilleur. Gay Williams lui-même reconnut publiquement à quel point ce système était déroutant. Selon ses propres mots de l'époque, il expliquait qu'il lui arrivait d'oublier non pas le dialogue en lui-même, mais ce qui avait précisément amené telle ou telle scène, au point de devoir relire des scènes déjà tournées pour s'y retrouver. Imaginez devoir mémoriser des duels à l'épée, des dialogues issus de 4 intrigues distinctes et des chorégraphies équestres, tout cela simultanément, pendant que le studio essayait d'étirer chaque dollar du budget, sans que le public ne s'en aperçoive jamais. Numéro 5. Annette Funicello a rejoint la série comme cadeau d'anniversaire. Cette histoire ressemble à une comédie romantique, mais elle est parfaitement documentée. Comme beaucoup d'autres jeunes filles de l'époque, la mousquetière Annette Funicello développa un véritable coup de cœur pour Guy Williams. Le petit détail gênant, c'est que Williams était heureux en ménage avec Janice Cooper. Cela n'empêcha cependant pas Walt Disney, qui connaissait parfaitement les sentiments de Funicello, de décider de lui offrir un cadeau mémorable pour son 16e anniversaire. Ce cadeau fut un rôle récurrent dans la 2e saison de Zorro, celui d'Anita Cabrillo, une jeune femme arrivant au village à la recherche d'un père dont, curieusement, personne ne semble jamais avoir entendu parler. Funicello apparut également dans l'épisode d'1 heure The Postponed Wedding, incarnant un personnage différent, Constancia de la Torre. Bien sûr, elle ne finit jamais avec Guy Williams en dehors de la fiction. Elle allait bientôt devenir l'une des stars les plus reconnaissables des films de plage aux côtés de Frankie Avalon. Mais pendant un bref moment en 1958, grâce à Walt Disney en personne, Annette Funicello partagea bel et bien l'écran semaine après semaine avec son idole d'adolescente, allant même jusqu'à enregistrer un duo musical avec Henry Calven dans l'un des épisodes.
L'affection de Walt Disney pour sa jeune protégée ne s'arrêta d'ailleurs pas là. Funicello participa plus tard à d'autres productions Disney aux côtés de plusieurs de ses partenaires de Zorro, notamment le musical de Noel Babes in Toyland, où elle retrouva justement Henry Calvin et Gene Sheldon. Peu d'actrices adolescentes de l'époque pouvaient se vanter que leur propre patron leur avait littéralement organisé un rôle récurrent en guise de cadeau d'anniversaire. Numéro 4, la série ne s'est pas arrêtée à cause d'une baisse d'audience, mais d'un procès. Voici où l'histoire cesse d'être charmante et devient franchement dramatique. Malgré de très bons chiffres d'audience, la série terminant sa première saison à la 30e place de tous les programmes télévisés avec un indice d'audience de 26,6, Zorro fut annulé après seulement 2 saisons. La raison n'avait absolument rien à voir avec l'intérêt du public. Le problème fut un conflit juridique féroce entre la Walt Disney Productions et la chaîne ABC, portant sur la question de savoir à qui appartenaient réellement les droits de 3 propriétés à la fois, Zorro, le Mickey Mouse Club et la série anthologique Disneyland elle-même. Les 2 parties ne parvinrent pas à s'entendre, et Walt Disney, plutôt que de céder du terrain, décida simplement de retirer Zorro de l'antenne, alors que tout indiquait que la série aurait obtenu une 3e saison, couronnée de succès si elle avait continué. La diffusion finale de la série hebdomadaire sur la chaîne d'origine eut lieu le 2 juillet 1959. L'une des séries les plus populaires de la télévision familiale des années 50 n'est pas morte de vieillesse, ni d'un désintérêt du public. Elle est morte dans un cabinet d'avocats. Numéro 3, Disney a continué à verser à Guy Williams son salaire complet, sans rien tourner du tout. Prenez un instant pour digérer celui-ci, car c'est un détail que très peu de fans connaissent. Pendant la longue bataille juridique entre Disney et ABC, Guy Williams ne s'est jamais retrouvé sans emploi, pas un seul jour. Disney le maintint à salaire complet pendant toute cette période d'incertitude, même sans caméra qui tourne, ni épisode en production. Lorsque le conflit fut enfin résolu, Walt Disney conclut que l'intérêt du public pour le personnage s'était déjà trop refroidi pour relancer la série hebdomadaire. Et voici la partie qui rend tout cela encore meilleur. Plutôt que d'abandonner purement et simplement le projet, Disney produisit 4 téléfilms d'1 heure avec la distribution originale complète, diffusée dans le cadre de la série anthologique Walt Disney Present entre octobre 1960 et avril 1961. Et l'engagement financier ne s'arrêta même pas là. Disney continua de verser 3 500 $ par an jusqu'en 1967, simplement pour conserver les droits télévisés du personnage, bien qu'il n'ait plus jamais produit un seul nouvel épisode. Des années de paiement ininterrompues pour un personnage qui n'était plus du tout en production active. C'est, honnêtement, une manière très coûteuse de dire « on ne sait jamais ». Numéro 2, lors des tournées à Disneyland, une doublure secrète remplaçait le méchant. Voici un fait que très peu de livres sur la série détaillent vraiment. Durant l'année 1958, la distribution principale de Zorro se produisait en direct à Disneyland, avec notamment des duels à l'épée mis en scène sur les toits de Frontierland, où Zorro et le capitaine Monastario s'affrontaient devant le public, les méchants finissant par tomber dans la rivière artificielle du parc. Le problème, c'est que le contrat de Britt Lomond avec Disney n'incluait aucune obligation de participer à ces apparitions publiques. Alors, comment a-t-on résolu ce problème? Quand Guy Williams se déplaçait pour ses représentations, il affrontait à la place le cascadeur Buddy Van Horn. Mais quand Britt Lomond lui-même était disponible pour les tournées, il devait rester en forme pour se battre à la vitesse du film, c'est-à-dire à pleine intensité réelle, bien différente du rythme contrôlé d'un tournage classique. Pour le maintenir affûté durant les longs mois sans duel, l'équipe enseigna la chorégraphie complète à Lee Sands, le beau-frère de Lomond, qui répétait le rôle de Zorro dans son propre jardin, produisant des bruits d'escrime bien réels qui laissaient perplexes les voisins de la vallée de San Fernando, se demandant par-dessus la clôture ce qui pouvait bien se passer là-dedans. Ces représentations en direct ne furent pas un événement isolé. La première série de spectacles eut lieu les 26 et 27 avril 1958, suivie d'une seconde tournée entre le 30 mai et le 1er juin de la même année. Les annonces dans les journaux de l'époque faisaient grand cas de la présence de Guy Williams, Henry Calvin, Gene Sheldon et Britt Lomond dans le parc, avec jusqu'à 4 représentations par jour. 3 de ces représentations consistaient précisément en la bataille entre Zorro et Monastario sur les toits de Frontierland, tandis que la 4e, plus calme,
montrait simplement Williams dans le rôle de Don Diego sans le masque. Une troisième tournée eut lieu en novembre de cette même année pour le week-end de Thanksgiving, mais cette fois sans Britt Lomont, qui ne put y assister. Williams revint une dernière fois au parc pour une série d'apparitions de Noël en décembre 1958. Numéro 1. Guy Williams est devenu une superstar nationale, en Argentine. Et nous voici arrivés au numéro 1, la partie la plus inattendue de toute cette histoire. Après la fin de la production originale de Zorro, et après avoir tenu la vedette de la série de science-fiction à succès perdu dans l'espace entre 1965 et 1968, Guy Williams commença à se rendre fréquemment en Argentine durant les années 1970 pour travailler à la télévision locale. Ce qui débuta comme de simples déplacements professionnels se transforma en quelque chose de bien plus grand. Williams devint une figure profondément vénérée par le public argentin, atteignant là-bas un niveau de reconnaissance qui, aux États-Unis, s'était déjà largement estompé. En 1973, il se rendit même en Argentine avec son ancien partenaire de tournage Henry Calvin, l'acteur qui incarnait le sergent Garcia, pour donner des représentations sur scène à Buenos Aires, faisant revivre ensemble Zorro et Garcia des années après que les caméras eurent cessé de tourner. Et la vraie vie livra alors son propre rebondissement, définitif celui-là. Au début des années 1980, Guy Williams décida de se retirer complètement à Buenos Aires, la ville qu'il avait adoptée comme l'un des siens. Il y vécut le reste de sa vie, et il y mourut en 1989, des suites d'un anévrisme cérébral. L'homme né, Armando Catalano, dans un immeuble pauvre de New York, devenu Guy Williams pour Hollywood, et qui avait prêté son visage au héros masqué le plus élégant de la télévision familiale, a terminé ses jours transformé en véritable légende de l'autre côté du continent, dans un pays qui n'a jamais cessé de se souvenir de lui avec la même tendresse que celle avec laquelle les États-Unis l'avaient découvert pour la première fois, bondissant sur les toits d'El Pueblo de Los Angeles. Fait bonus, 3 derniers détails à connaître avant de partir. Avant de conclure, quelques détails supplémentaires méritent d'être mentionnés. D'abord, la série n'a pas gardé exactement la même voix française d'un bout à l'autre pour tous ses personnages. Don Alejandro, le père de Diego, fut principalement doublé par Jacques Berlioz, mais dans certains épisodes, c'est l'acteur Jean Ozen qui prit le relais pour ce même rôle. Un petit mystère de doublage que les passionnés du forum doublage francophone tentent encore de reconstituer épisode par épisode aujourd'hui. Ensuite, 2 acteurs supplémentaires de la distribution originale méritent d'être cités. George G. Lewis, l'acteur qui interpréta Don Alejandro de la Vega, avait déjà croisé l'univers de Zorro bien avant 1957. Dès 1944, il était apparu dans le serial cinématographique Zorro's Black Whip, incarnant un allié du héros masqué nommé Vic Gordon. Et Jonathan Harris, apparu dans la seconde saison dans le rôle de Carlos Fernandez, retrouva Guy Williams quelques années plus tard comme coprotagoniste dans la série de science-fiction Perdu dans l'espace, où il interpréta l'inoubliable et traître docteur Zachary Smith. Enfin, un dernier clin d'œil amusant pour la route. Cet accent espagnol si particulier que tous les acteurs américains devaient adopter pour incarner l'univers de Zorro allait, des décennies plus tard, devenir indissociable d'un personnage bien plus français, le chat botté de la saga Shrek, inspiré du chat botté de Charles Perrault et doublé en version originale par nul autre qu'Antonio Banderas, lui-même un Zorro illustre du grand écran. La boucle, en quelque sorte, était bouclée. Et voilà, vous savez tout. 15 faits étranges et surprenants sur le Zorro original de Disney, la série qui a transformé un mannequin new-yorkais en icône culturelle, un vétéran de guerre décoré en méchant le plus élégant de la télévision, et un pensionnaire de la comédie française en voix française éternelle d'un héros masqué. De la moustache calculée au millimètre jusqu'au cheval gris qui se faisait passer pour noir, du procès qui a enterré la série jusqu'au destin final de sa star à Buenos Aires, Zorro reste bien plus étrange derrière les caméras que quiconque n'aurait pu l'imaginer en le regardant, enfant, devant son poste de télévision. Dites-nous en commentaire lequel de ces 15 faits vous a le plus surpris. Saviez-vous que Tornado était en réalité gris, ou que le méchant de la série a failli devenir le héros? Écrivez-le ci-dessous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez apprécié la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer notre prochain tour d'horizon des séries classiques de la télévision. À la prochaine. Et comme dirait Zorro lui-même, masque retiré,
applaudissements mérités.